Donc avant de me présenter, le temps qui m'est imparti ne me permet pas de remercier longuement les organisateurs de cette journée, mais le cœur y est. Pour ce qui est de me présenter, je suis Franck Sajous. J'ai une formation initiale d'informaticien et j'en suis venu à m'intéresser au dictionnaire. D'abord, il faut préciser que je travaille dans un laboratoire de recherche en linguistique qui est l'ERSS, un laboratoire toulousain. Et j'en suis venu à m'intéresser au dictionnaire à travers le Wiktionnaire que j'ai utilisé initialement pour créer des ressources lexicales pour le traitement automatique des langues. Je vais vous parler aujourd'hui d'informativité et de neutralité dans les dictionnaires. Donc la neutralité, Noé en a parlé un peu ce matin, nous verrons si nous avons le même point de vue. Et je voudrais commencer par m'interroger sur l'utilité des dictionnaires. Alors l'utilité aujourd'hui, et je commencerai par citer Pierre Bayle, dont c'est Jean Prouvost qui nous rapporte les propos, qui disait dans la préface du dictionnaire de Furetière que le public est assez convaincu qu'il n'y a point de livre qui rende de plus grands services. Alors pas tout à fait 2 siècles plus tard, Paul-Émile Littré écrivait dans la préface de son dictionnaire que la situation n'avait pas changé, que le public accueillait encore favorablement les dictionnaires et en faisait usage. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Alors pour ceux qui ne savent pas, les dictionnaires, c'est ces gros bouquins qu'on trouve dans les bibliothèques sous une fine couche de poussière et qui sont très pratiques pour faire presse-papier ou rehausseur d'écran. Alors les principaux usages constatés aujourd'hui, en dehors de ces 2 usages, sont la vérification orthographique et puis le fait de vérifier l'existence d'un mot, puisque certains pensent que les mots n'existent que s'ils sont dans le dictionnaire, ou pour orner les bibliothèques. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est l'usage que l'on peut faire du dictionnaire pour comprendre le sens des mots, et je m'intéresserai plus particulièrement au décodage du sens du point de vue des différents types d'utilisateurs, qu'il s'agisse d'adultes natifs ou d'apprenants, dans les dictionnaires généraux monolingues. Alors, je m'intéresserai aux dictionnaires écrits par les foules et à ceux écrits par les professionnels, et je me focaliserai plus particulièrement sur la notion de neutralité et d'informativité en me demandant quelle relation y a-t-il entre ces 2 notions, et je me poserai des questions de savoir si les foules sont neutres, ce qui amène à la question également de savoir si les lexicographes le sont, et je me demanderai également si la neutralité est toujours souhaitable, c'est-à-dire est-ce que cette contrainte permet toujours de renseigner efficacement sur le sens des mots. Alors le point de vue, c'est quoi? C'est commencer par exemple un bulletin météo par bonne ou mauvaise nouvelle et annoncer qu'il fera beau toute la semaine ou qu'il est tombé 1 mètre de neige dans la nuit. Alors effectivement, selon la personne qui reçoit cette information, on peut considérer ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle selon qu'on est estivant, skieur ou agriculteur, ou enseignant toulousain au mois de juin quand il fait 40 degrés dehors et qu'on enseigne dans une salle non climatisée à 30 étudiants qui ont chacun un ordinateur allumé. Alors... je ne suis pas venu là pour parler de météo mais de dictionnaire, donc je vais vous dire ce que Sue Atkins et Michael Rundle disent dans un manuel de lexicographie à propos de la neutralité. Ils disent que la neutralité dans les dictionnaires est un mythe et donnent l'exemple de apartheid défini dans 2 millésimes différents du Longman Dictionary, et nous disent qu'en 1978, l'apartheid était défini comme le fait de maintenir séparées les races de couleurs différentes dans un pays, en particulier les Européens et les non-Européens en Afrique du Sud. En 1987, le Longman révise sa définition, commence par la marque diatopique en Afrique du Sud et nous dit que l'apartheid est le système établi par le gouvernement, toujours pour garder séparées différentes races, et rajoute de manière à favoriser les Blancs. Alors, cette deuxième définition aujourd'hui ne pose aucun problème. Elle exprime néanmoins un point de vue qui est aujourd'hui consensuel, et c'est même le fait de rester et de maintenir en 87 dans la définition de 1978 qui aurait été un point de vue et qui aurait implicitement amené les auteurs du dictionnaire à être vus comme soutenir le régime en Afrique du Sud. Donc on ne voit plus aujourd'hui la deuxième définition comme un point de vue parce que cet avis-là est partagé et fait consensus. Alors, Jean et Claude Dubois nous disaient en 1971, toujours dans un ouvrage d'introduction à la lexicographie, que le dictionnaire est soumis à une norme culturelle et que cette norme culturelle est la norme culturelle qui est conforme à l'idéologie de la classe sociale dominante, et c'est à elle que vont se référer les jugements de valeur dans le dictionnaire. Alors les jugements de valeur, on le sait, sont
pratiquement partout, dans les marques lexicographiques, dans les définitions, et les auteurs nous disent que les principaux tabous connus sont les tabous sexuels, mais également les tabous religieux et politiques. Alors effectivement, les tabous sexuels, c'est un classique, et si on regarde dans le dictionnaire d'Émile Littré, on va trouver des définitions comme genre de libertinage solitaire ou péché contre nature. Alors les entrées correspondantes ne seront pas reprises dans l'abrégé qu'en fait Beaujean quelques années plus tard. On note ici d'abord un jugement de valeur, mais également une forte influence de la religion, qui aujourd'hui dans une France laïque serait intolérable. Les seuls qualificatifs qu'on pourrait accepter seraient d'ordre médical ou juridique. On parlerait de perversion si elle relève de la psychiatrie, ou de délit si cela relève du droit pénal. Alors je dis aujourd'hui et en France, puisqu'une étude de Code Boisson en 2000 nous montre qu'il suffit de traverser les Pyrénées pour trouver dans les dictionnaires espagnols certaines pratiques encore qualifiées de péché. Donc il existe tout un tas d'autres tabous pour ce qui concerne la religion, la politique et plus généralement, je dirais, les courants de pensée ou les disciplines idéologisées ou celles que l'on considère comme telles. On va parler de science qui étudie avec un verbe suivi de l'indicatif, une discipline éventuellement ésotérique qui va prétendre avec l'usage du conditionnel. Et un problème, ça va être de qualifier un système de croyance, par exemple de religion ou de secte. Si on regarde les entrées scientologie dans différents dictionnaires, on va trouver dans le Trésor de la langue française la scientologie qui est qualifiée de secte, et on va trouver dans le Grand Robert la scientologie qualifiée de philosophie religieuse appliquée. Dans le Grand Robert, dans le Petit Robert, pardon, la scientologie ne figure pas, et on trouve dans le Larousse en ligne la même définition que dans le Grand Robert. Alors, il ne s'agit pas là d'un plagiat, mais à y regarder de plus près, il s'agit de la définition qu'en donne son créateur Ron Hubbard, et la typographie permet de comprendre qu'il s'agit plus ou moins d'une citation. Dans le Wiktionnaire, on parle de mouvement scientifico-religieux, et nous reviendrons sur cette définition un peu plus tard. Alors, il y a une diversité de définitions et de qualificatifs. Alors, quels sont les critères pour qualifier un système de croyance de secte? Regardons dans le Petit Robert. Une secte est un groupe organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d'une religion, et donne comme exemple les Quakers et les Mormons. Alors, si on regarde ce que c'est qu'un Quakers, toujours dans le Petit Robert, c'est un membre d'un mouvement religieux protestant prêchant le pacifisme, la philanthropie et la simplicité des mœurs. Alors, à la lecture de cette définition, quand on voit les valeurs qui sont associées à une secte, on ne voit pas trop le problème des sectes, et moi, je veux bien m'enrôler tout de suite. Bon, alors, je n'ai pas tout à fait été honnête, puisqu'il y a bien sûr plusieurs acceptions du mot, et l'acception péjorative ne concerne qu'une partie des sens. Donc, plusieurs acceptions à laquelle renvoie secte quand elle est utilisée dans une définition pour qualifier un système de croyance. On peut regarder dans le Petit Robert également l'anglicanisme qui pourtant a dévié à un moment d'une religion, est la religion officielle de l'Angleterre. Si l'anglicanisme est la religion officielle d'un pays comme de l'Angleterre, ça n'est pas une secte, c'est une religion. Okay. Si on regarde dans le Petit Robert témoin, on voit que dans cette entrée sont mentionnés les témoins de Jéhovah, nom de secte religieuse. Alors on peut se demander de quels critères le lexicographe dispose pour qualifier un système de croyance de secte. Il peut être intéressant, on peut s'en référer au cadre juridique, il peut être intéressant de lire par exemple le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes remis à l'Assemblée nationale en 1995, et ce rapport qui parlait de phénomènes difficiles à définir. Les parlementaires allaient d'ailleurs chercher les définitions de sectes dans le Littré et dans le Robert, et également parler de la diversité des définitions issues du langage courant. À la suite de ce travail, l'Assemblée adopte une liste officielle des sectes. Donc là, le lexicographe dispose d'un critère externe pour qualifier un système de secte ou non. Mais cette liste est abandonnée en 2005 car elle est jugée obsolète. Alors, faute de critères externes, le lexicographe peut toujours, faute de mieux, utiliser le critère de François Cavana, qui ne définit pas une secte par rapport à une religion, mais l'inverse, et qui dit qu'une religion dite universelle n'est qu'une secte qui a réussi commercialement. Alors, laissons là le domaine de la croyance, et regardons ce qu'il en est du point de vue de la neutralité des dictionnaires écrits par les foules, et comparons par exemple Wiktionary et Urban Dictionary. Alors deux dictionnaires totalement différents, déjà dans le processus d'écriture. Wiktionary, je ne vais pas le présenter puisqu'il a été présenté ici. Donc on voit qu'une entrée, c'est un article rédigé collaborativement qui résulte de la succession des modifications apportées par chaque contributeur.
dans Urban Dictionary, on peut avoir dans une entrée autant de définitions qu'on veut, chaque définition étant rédigée par un auteur unique, avec impossibilité, une fois que qu'une définition nouvelle a été insérée, de la modifier. Les internautes peuvent voter pour dire si une définition est bonne ou mauvaise. Alors non seulement les deux dictionnaires diffèrent dans leur processus d'écriture, mais également dans leur objectif concernant la neutralité. Le Wiktionnaire, comme Wikipédia, érige la neutralité de point de vue comme un des principes fondateurs, alors que dans Urban Dictionary, le point de vue personnel est encouragé, comme nous l'explique Aaron Peckham, le fondateur de ce dictionnaire, dans une interview donnée au New York Times. Alors, à propos de Urban Dictionary, j'emprunte une anecdote à Michael Randall, qui, lors de la conférence ILEX en 2015, disait avoir trouvé un moyen très rapide de dresser une liste exhaustive d'insultes en anglais, et disait que pour cela, il fallait chercher Republican dans Urban Dictionary. Alors, effectivement, si on regarde les premières entrées, donc les entrées les plus populaires, on va voir que Republican, c'est un individu qui croit que le seul objet de vénération, c'est le dieu chrétien blanc masculin, et que toute la richesse et la puissance de la planète devraient rester à seulement 1% de la population mondiale, pendant que le reste de la population meurt de faim, que le système de santé devrait être privatisé, etc. Un républicain, c'est quelqu'un qui supporte les droits de ceux qui ne sont pas encore nés, mais ne financeront pas la recherche sur les cellules souches qui pourraient aider des millions de personnes qui sont déjà là. Et puis enfin, une note d'humour, un républicain, c'est celui qui cause 50% des maux de la planète. Pour l'autre moitié, allez voir démocrate. Alors ça, c'était les définitions numéro 1, 2 et 4. La troisième définition, la voici. Elle distingue les deux parties du discours, l'adjectif, pour lequel on donne une définition lexicographique, et une définition qui concerne le non républicain, qui nous le présente comme un membre du Parti républicain des États-Unis, et donne une définition, un développé encyclopédique du Parti républicain. Alors, au-delà de l'anecdote, ce qu'on peut voir, c'est que dans Urban Dictionary, il y a des sarcasmes, de l'ironie, du dénigrement. Il y a aussi du contenu plus neutre et des définitions encyclopédiques. Mais ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi chercherait-on Republican dans Urban Dictionary, étant donné qu'il est défini de manière traditionnelle dans d'autres dictionnaires. Si on cherche justement dans le Macmillan Dictionary, dont Michael Randall a été l'éditeur en chef, on trouve deux entrées, avec une majuscule et une minuscule. Donc un républicain, on a une exception qui concerne l'Irlande du Nord, on a celui qui supporte le Parti républicain aux États-Unis, et puis on a plus généralement celui qui supporte l'idée d'une république comme système de gouvernement. Alors, le nom des partis politiques, c'est quelque chose qui est emblématique de la difficulté qu'un apprenant d'une langue va avoir à comprendre un certain nombre de termes, et de difficulté à donner des définitions pour certains mots qui relèvent de la culture. On parlait de lexiculture ce matin. Quand on sait qu'aux États-Unis, les partis républicains et démocrates sont opposés, doit-on en conclure que les notions de démocratie et de république sont deux notions antinomiques, quand en France, par exemple, l'école de la République nous présente ces notions comme compatibles? Et puis quand on prend républicain et ses différentes traductions dans différentes langues, est-ce que républicain aux États-Unis a le même sens que ses traductions en Espagne au long du XXe siècle ou en 1936, en Irlande du Nord, en France pendant la Révolution ou avant et après le hold-up sémantique de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a rebaptisé l'UMP les Républicains? Comment comprendre des notions telles que travailleur, travailliste, populaire, populiste, etc. Et pour ces entrées, quelle définition encyclopédique est la plus adaptée, mais pour quel utilisateur, et quel est le présupposé que l'on fait sur le capital culturel de ce public visé? Alors, ces questions-là, ce sont des questions que se sont posées les lexicographes de la maison Longman, qui proposent deux dictionnaires, un dictionnaire de langue et un dictionnaire de la langue anglaise et de la culture anglaise. Alors, pour les définitions de Republican, on peut dire qu'elles sont quasi identiques à celles du Macmillan Dictionary. En revanche, le dictionnaire de langue et de culture donne une entrée supplémentaire qui concerne le Parti républicain et qui nous présente le Parti républicain comme l'un des deux principaux partis politiques des États-Unis, qui est généralement perçu comme plus conservateur que le Parti des démocrates, que ce parti a tendance à favoriser les entrepreneurs et les capitaines d'industrie et à s'opposer aux dépenses gouvernementales en matière d'aide publique. Voilà, donc on peut voir ici que cette définition est informative tout en trouvant un certain compromis pour ménager les susceptibilités. Alors, changeons de domaine et passons au domaine automobile.
la politique en empruntant ces techniques de communication largement à la publicité. Alors je vais prendre mon cas personnel, je lisais un ouvrage en anglais, et il se trouve que mon anglais n'est pas suffisant dès qu'il s'agit de comprendre un mot relevant du lexique du secteur automobile ou des armes à feu pour me passer de dictionnaire. Donc je me suis demandé ce que voulait dire SUV, et je ne sais plus si à l'époque c'était entré dans le dictionnaire. Toujours est-il que Longman, aujourd'hui, on donne la définition suivante. C'est un véhicule de sport utilitaire qui est plus grand qu'une voiture et qui est conçu pour se déplacer sur des terrains accidentés. Alors à la lecture de cette définition, j'ai essayé de comprendre ce que c'était qu'un SUV, et je me suis dit, tiens, terrain accidenté, normalement c'est un 4x4 qui roule dessus, et en anglais, pour 4x4, on a déjà 4-wheel drive, donc pourquoi créer SUV? Et puis quand même, voiture de sport et utilitaire, pour moi, ça ne va pas forcément bien ensemble, c'est un peu des sens opposés. Alors, entre-temps, SUV a été traduit, entre guillemets, en français par SUV, et le Wiktionnaire en donne la définition. C'est une voiture bicorps initialement tout-terrain, souvent à 4 roues motrices, dont l'espace utile commun aux passagers et aux bagages est modulable. Alors, c'est une définition relativement précise, mais je ne comprends toujours pas, vraiment. Donc, j'ai cherché SUV dans Urban Dictionary. Donc c'est un véhicule de sport utilitaire qui n'est ni un véhicule de sport, ni un utilitaire. C'est une tentative fructueuse de l'industrie automobile pour leurrer les mères de famille addictes au travail, surpayées, qui pensent qu'elles ont besoin d'un véhicule de 3 tonnes pour amener leurs stupides gamins à leur entraînement de foot. Et puis c'est une voiture qui consomme beaucoup d'essence et qui est conçue pour aller sur des terrains accidentés, mais qui n'est seulement utilisée que dans 5% des cas pour aller sur des terrains accidentés. Ok, ça y est, moi je vois ce que c'est qu'un SUV. En fait, un SUV, c'est un faux 4x4 de ville. J'ai compris ce que c'était qu'un SUV. Alors, ça c'était la politique. Passons maintenant... non, c'était, pardon, l'automobile. Passons à la politique. Je suis allé voir comment les dictionnaires définissaient TVA sociale. Alors, dans le dictionnaire, la TVA sociale est une TVA utilisée pour financer la protection sociale. Alors, pas de problème a priori si vous êtes en faveur de la protection sociale. Je suis allé regarder également dans le Petit Robert. Donc, TVA sociale apparaît sous TVA. Alors, je ne vais pas commenter le fait que la TVA ne soit payée que par les entreprises industrielles et économiques. Mais bon, ça c'était le cas effectivement en 1954. Mais la TVA sociale, c'est effectivement la partie de la TVA affectée au financement de la protection sociale. Alors, cette définition est neutre. Tout à fait, mais par contre, moi je ne vois pas le problème qu'il y a dans la TVA sociale quand je lis par exemple dans Le Monde un article de Jacques Lecacheux, universitaire fiscaliste, qui nous rapporte que c'est le MEDEF qui a proposé cette mesure et que la gauche y est majoritairement opposée. Pourtant c'est social. Effectivement, TVA sociale, antisociale, point d'interrogation. Par contre, si on regarde dans un dictionnaire spécialisé, Tout Pictionnaire, le dictionnaire de la politique, qui est un dictionnaire qui là donne un long développement, nous rapporte ce qu'est la TVA sociale, nous apporte les arguments en faveur de la TVA sociale et nous rapporte les principaux arguments des opposants à la TVA sociale. Là, je comprends ce que je cherchais. Bon, alors je finis sur le Wiktionnaire et les exemples citationnels. En revenant sur la définition de SUV, j'avais dit que c'était une définition neutre, mais je ne comprenais pas vraiment. Alors, Wiktionnaire et principe de neutralité. Si on regarde l'exemple d'usage qui en est donné, on voit un article de l'Express qui nous dit « On regrette à Bouillon-Billancourt de ne pas avoir disposé plus tôt d'un SUV comme le Renault Captur dans la gamme, tant ce vrai faux 4x4 fait un carton. » Tiens, un SUV qualifié de vrai faux 4x4. Le contributeur n'est pas sorti de sa posture de neutralité, il rédige une définition neutre. En revanche, il va choisir un exemple qui est un point de vue. Si on regarde Scientologie, on a vu que c'était un mouvement scientifico-religieux. Alors certes, le composé scientifico-religieux peut laisser émettre des doutes sur le caractère scientifique de cette discipline, mais est citée l'Encyclopédie Universalis, une autorité qui qualifie la Scientologie comme se caractérisant par un fantasme de toute puissance. Ce n'est pas le contributeur qui le dit, c'est l'Encyclopédie Universalis. De la même manière, si on cherche créationnisme, thèse selon laquelle la Terre et l'univers a été créé par un être supérieur, on regarde l'exemple qui est donné dans Le Monde, le Conseil de l'Europe souligne les dangers du créationnisme dans l'éducation. Dans ces 3 citations, on voit que la thèse est relativement neutre. En revanche, l'exemple citationnel exprime un point de vue. Donc je vais conclure. Nous avons vu qu'il existe différents types de dictionnaires, différents types de définitions.
Que pour certaines entrées, les définitions lexicographiques sont plus pertinentes. Cependant, on n'a pas toujours l'espace dans un dictionnaire de langue de faire un développement encyclopédique. En revanche, certains dictionnaires, comme le Wiktionnaire, ont une grande sœur, la Wikipédia. On peut donc insérer un lien vers l'article encyclopédique une fois qu'on a donné la définition lexicographique. Alors, pour le lexicographe, puisque j'en reviens au titre, informativité ou neutralité, faut-il choisir? Donc les lexicographes, contrairement à ce qu'on pense, connaissent et assument l'impossibilité d'une totale neutralité. En revanche, on voit que ça en sort très bien pour trouver des compromis satisfaisants. Alors, pour les foules considérés comme des lexicographes amateurs, on a vu qu'il y avait des objectifs éditoriaux différents. Le Wiktionnaire a tendance à intégrer très vite des néologismes. Urban Dictionary, par la pluralité des opinions qu'il contient, peut être informatif sur des sujets polémiques. Pour l'utilisateur de dictionnaire, faut-il choisir? Non. Je suis d'accord avec Laurent Catage qui dit qu'il ne faut pas opposer les dictionnaires. En revanche, il faut tirer parti de l'offre qui nous est proposée tant qu'elle existe, j'ai envie de dire. Et Adam Kigalgariff, à propos d'une tâche de traitement automatique des langues, dans un article « I don't believe in word sense », disait qu'il préférait, pour décrire le sens d'un mot à un inventaire discret, une liste de concordances regroupées selon leur proximité sémantique. Et pour l'utilisateur, ne pourrait-on pas considérer qu'un mot, le sens d'un mot serait donné par la somme des définitions de différents dictionnaires et que les dictionnaires pourraient tout à fait être complémentaires? Enfin, pour finir, je voudrais terminer sur un point de vue. Quand on est entouré à l'ouest par les faits alternatifs et les politiques post-vérité, et à l'est par les armées de trolls du Kremlin, et comme le présentent les auteurs Donna et Farima, par une planification linguistique descendante, quand entre les deux, on a à peu près partout de la novlangue, du politiquement correct et des éléments de langage oxymoriques. Quand on suffit de penser à croissance négative, à démocratie autoritaire et au fait que plusieurs ministres ont eu comme première expérience professionnelle des postes de responsables commerciaux ou publicitaires, on peut se dire que le traitement de l'information et de la désinformation à ces lanceurs d'alerte et ces décrypteurs qui font du fact-checking, est-ce qu'on ne pourrait pas voir pour déjouer les manipulations lexicales, les dictionnaires comme des éléments de word sense checking? Si on en arrivait là, je pense que je ne serais pas venu pour rien aujourd'hui à Lyon. Je vous remercie.